La marche des sciences, Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, c'est la marche des sciences. Je me nomme Merlin. Et je suis en effet le plus grand, le plus puissant des magiciens. Sa longue barbe et son chapeau pointu lui viennent du film de Wolfgang Reitermann, produit par Walt Disney en 1963. Mais bien au-delà de la légende, Merlin est le résultat d'une multiplicité de figures pseudo-historiques qui l'ont inspiré et font de lui le détenteur de savoirs qui en disent long sur son époque. Personnage de légende popularisé par les récits littéraires et cinématographiques, Merlin reste aux yeux de tous le magicien, le sage, l'érudit au savoir immense et aux pratiques scientifiques occultes. Mais entre récits historiques et construction littéraire, la figure de ce héros reste complexe, quand elle n'est pas une énigme et mérite que l'on y regarde de plus près. Car au fil du temps, les savoirs de Merlin se sont accrus et on peut dire qu'il est devenu, à lui seul, un agrégat de l'histoire des sciences. Merlin l'Enchanteur de la légende à la science, c'est le sujet du jour en partenariat avec les cahiers Science et Vie qui propose un très beau numéro de janvier intitulé Merlin et les premiers savants, numéro déjà en kiosque, savant médiéval, conseiller des princes, dernier des druides, ermite des bois ou encore Merlin prophète. À travers ses facettes multiples, qu'apprend-on de l'homme de science et des pratiques de son temps? Réponse avec nos deux invités en direct du studio 1 de France Culture, l'historien Nicolas Chevassus-Louis, docteur en biologie, et Claudine Glos, spécialiste de la légende arthurienne, écrivain, auteur du livre Les Fées ont une histoire, un livre paru aux éditions Ouest France. Elle sera en duplex de nos studios de France Bleu Armorique à Rennes. Une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA et d'extraits de films grâce à Anaïs Morales et Marie Jaros de l'INA. Et puis en seconde partie d'émission, en compagnie de Céline Duchesnay, nous partirons du côté de la galerie de minéralogie nouvellement restaurée et rouverte au public au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Visite guidée avec deux minéralogistes du muséum, Giancarlo Parodi et François Farge. Mais tout de suite, Merlin l'Enchanteur, de la légende à la science. Prenez la mesure de ce moment. Savourez-le. Réjouissez-vous de grande allégresse. De grande allégresse. Souvenez-vous-en à jamais, car il vous unit tous. Vous ne formez plus qu'un sous les étoiles. Que dans vos mémoires reste gravée cette nuit, cette grande victoire, afin que dans les années à venir, vous puissiez dire « J'étais présent cette nuit-là aux côtés d'Arthur, le roi !» Car le destin de l'homme, hélas, est d'oublier. Merlin, ta sagesse vient de forger cet anneau. Dorénavant, afin de nous souvenir de nos liens, nous formerons toujours un cercle pour écouter et raconter nos hauts faits. Je ferai construire une table ronde où viendra s'asseoir notre confrérie. Cette table sera dans une grande salle, et cette salle immense dans un château. Et je me marierai. Et notre terre aura un héritier qui brandira Excalibur. Chevalier de la table ronde. Merlin, personnage de roman et de légende, histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. C'était un extrait du film Excalibur de John Boorman, sorti en 1981. Bonjour Nicolas Chevassus-Louis. Bonjour. Alors là, on se pose cette question quand on aborde l'histoire, le personnage Merlin. On se dit, mais c'est une figure légendaire, construite au fil du temps, et en même temps, est-ce qu'il n'est pas un peu un agrégat de personnages historiques qui auraient pu réellement vivre ?
Il est un agrégat, un résumé de personnages historiques bien réels et savants qui ont existé avant lui. Dans la figure de Merlin, on peut trouver un petit peu du philosophe grec, on peut trouver un petit peu du mage égyptien ou babylonien par ses pratiques magiques, on peut trouver un petit peu aussi peut-être de l'ingénieur romain, puisque la légende prête quand même à Merlin l'érection du site mégalithique de Stonehenge par ses pratiques techniques. Donc c'est à la fois un savant et un ingénieur, et tout cela, c'est également un des encyclopédistes du haut médiéval, du haut Moyen-Âge, comme Isidore de Séville, et toutes ces figures historiques bien réelles se condensent dans cette figure imaginaire et légendaire. Je me tourne vers vous, Claudine Glo. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, je le rappelle, en duplex de nos studios à Rennes. Alors Merlin, finalement, on le doit, difficile d'y voir clair, ça reste encore un mystère par rapport à son origine. On dit qu'on le doit à un évêque du XIIe siècle, Geoffroy de Monmouth, qui finalement nous en livre une première version dans son livre Prophetia Merlini, puis ensuite dans l'histoire des rois de Bretagne. Finalement, voilà, qu'est-ce qu'on en sait de ce Merlin, de sa naissance qu'on situe vers 1134 ? Oui, alors ça reste le premier mystère, et c'est heureux qu'il nous reste du mystère autour de Merlin, sinon il ne serait plus Merlin. Et en écoutant Nicolas Chevassion-Louis, je disais oui, j'entendais tout ce qu'il voyait dans Merlin, et je suis entièrement d'accord avec lui, mais tout ça est construit sur une base qui se dérobe à nous. C'est-à-dire que vous parliez de Geoffroy. Geoffroy a ce trait de génie au XIIe siècle, au moment où il est chargé d'écrire pour les Plantagenets, pour les rois anglais, d'écrire leur histoire, de magnifier leur histoire. Il a différents éléments qui relèvent de la tradition orale, pas forcément une tradition folklorique, qui peut être une tradition orale savante. C'est la tradition galloise, et il doit relier tout ça. Et à un moment s'impose comme un petit peu la cheville ouvrière, et en même temps le Deus ex machina, ce Merlin, dont on sait qu'il existe déjà dans différents poèmes, mais ces poèmes, on a du mal à les dater, puisqu'ils sont transcrits après les écritures de Geoffroy de Monmouth. Ah oui. Sont une série de poèmes gallois où on trouve un Merlin sauvage, un Merlin étrange, un Merlin qui n'a ni naissance ni fin. Donc on sait qu'il a cette fusion avec la nature, qu'il a un savoir prophétique, qu'il a été roi, qu'il a été guerrier, stratège, qu'il a subi l'épreuve de la folie. Et Geoffroy va rattacher ça au roi Arthur, donnant cette espèce de contrepoint indispensable à ce personnage de guerrier qui n'est pas suffisant pour régner. Et dans un deuxième temps, on va se retrouver avec une deuxième transfiguration qui va être celle de Robert de Boron. Robert de Boron se retrouve avec le matériau qui lui a été livré par Geoffroy de Monmouth, très peu par Chrétien de Troyes qui n'écrit pas sur Merlin. Et Robert de Boron, dans son désir de christianisation, doit rationaliser le personnage de Merlin. Et il le rationalise par quelque chose de tout à fait irrationnel pour nous aujourd'hui. Il en fait le fils du diable. Et c'est là qu'on a une double naissance littéraire de Merlin, une qui nous vient de tradition galloise, donc celtique et orale, et une qui se trouve transfigurée à quelques dizaines d'années d'intervalle par la magie de la création romanesque. Et donc finalement, au fil des écrits, on transforme son histoire, ses pouvoirs, ses origines, mais il reste un agglomérat de savoirs scientifiques qui en disent long quand même sur les savoirs de l'époque. On va y revenir. En tout cas, il y a cette figure vraiment du Merlin devin, sage, magicien, avec les incantations. On va en écouter un extrait. Anal nathrach, urfas bethod, dorhel dienve, anal nathrach, urfas bethod. Claudine Glo, alors dites-nous d'abord, pourquoi Merlin l'enchanteur ? Est-ce que justement c'est lié avec ses incantations, cet univers divin, la magie ? Oui, on est dans un temps où, on le voit encore d'ailleurs dans beaucoup de cultures, le mot prononcé, le nom jeté, c'est quelque chose de très important. Vous savez, toutes les traditions autour des noms qu'on cache, parce que dire le nom de quelqu'un, c'est lui donner du pouvoir sur lui. Eh bien, Merlin se trouve dans ce temps de la non-écriture. Merlin, je le disais à l'instant, vient de ce monde celtique qui refusait l'écrit, autant surtout par présupposé philosophique, même s'il y avait des explications pratiques à ce refus. Donc Merlin ne s'exprime que par la voix. Et la voix est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est à la fois la voix modulée, c'est la voix enchanteur, c'est bien autre chose que, c'est quand même très très joli, quel paysage enchanteur. L'enchanteur, c'est celui qui peut lancer sur vous un enchantement, créer des liens, créer tout ce tissu qui vous prend autour,
qui vous prend autour de Merlin et de son pouvoir et qui ne va plus vous lâcher. Donc vraiment, le mot enchantement est à prendre dans un premier temps. C'est comme le Carmen latin, c'est l'incantation divine, c'est l'incantation du prêtre, à partir de quoi tout peut changer. Et une bonne partie d'ailleurs des enchantements de Merlin qu'on voit dans les romans, l'écrivain dit Merlin jeta ses sorts. Merlin jeta ses pouvoirs. J'ai l'impression qu'il les jette dans les airs. Mais il n'est pas fait mention de quoi que ce soit, ni poudre, ni bâton, ni herbe. Donc on en vient à se dire que ce qu'il jette, c'est une parole. Que ce qu'il jette, c'est un mot, c'est une incantation, des mots à pouvoir qui vont vraiment faire de lui a priori l'enchanteur. Mais en même temps, c'est vrai que cette notion d'enchanteur n'a pas du tout tourné comme elle aurait pu à une équivoque qui l'amènera à la sorcellerie. Elle est restée, comment dire, du côté clair de la force. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de maléfique malgré les conditions de sa naissance. Donc Merlin né d'un incube, c'est-à-dire d'un démon incarné pour abuser d'une femme dans son sommeil, et sa mère donc était une chrétienne, et c'est ce côté positif visiblement qui a pris le pas dans le personnage de Merlin. Nicolas Chevassus-Louis, donc la place des sciences occultes dans les sciences anciennes, parce que ça pose cette question-là. C'est vrai qu'on est dans un univers avec Merlin de la magie, donc l'alchimie, la chimie, qui, au Moyen-Âge, se mêle, et l'alchimie n'est pas alors une science occulte d'ailleurs. Non, l'alchimie, c'est la chimie, et l'équivalent entre les deux restera de fait jusqu'au XVIIIe siècle. Dans l'encyclopédie, la célèbre œuvre des Lumières, il y a encore une entrée sur alchimie qui décrit l'alchimie comme une science de la matière. Donc l'équivalence alchimie-chimie restera longtemps. L'anecdote, la généalogie que rapportait Claudine Glau de Merlin en tant que fils du diable est très intéressante parce qu'elle illustre bien la dualité du rapport au savoir dans l'Europe chrétienne médiévale. Donc Merlin est quelqu'un d'immensément savant et en même temps il est fils du diable. Ça donne bien l'ambiguïté du fait de savoir. Cette ambiguïté, elle se comprend en sachant que le XIIe siècle, le XIIIe siècle est l'époque qui va redécouvrir massivement la science antique. Donc Aristote notamment. Oui. Et va se trouver confronté au problème de savoir que faire de ces savoirs qui ont l'air très utiles, mais qui sont en même temps très païens. Que faire de tout cela ? Et une des réponses à cela, ça va être une réponse ambivalente et qui se symbolise elle aussi dans Merlin, fils du diable, et en même temps ne pratiquant pas de magie noire ou occulte. Et comme vous le dites, Nicolas Chevassus-Louis, c'est que dans ce Moyen-Âge, on redécouvre donc l'Antiquité. Et l'Antiquité, c'est aussi l'époque où il y a les filtres, les potions, l'exorcisme, les incantations, envoûtements. C'est vrai que ça fait partie aussi de ce temps-là. Et on se met dans les pas de, par exemple, Zosime de Panapolis, qui est, on dit, le fondateur de l'alchimie au IVe siècle à Alexandrie. Donc des personnages comme ça que finalement le Moyen-Âge fait revivre par quels moyens ? Ce sont les moines copistes qui s'emparent des documents anciens et donc qui permettent de retrouver cette culture scientifique ? Non, c'est essentiellement la reprise de l'Espagne, la Reconquista par les armées chrétiennes de l'Espagne qui était musulmane depuis plus de 2 siècles. L'Espagne qui était, par exemple, au Xe siècle, au XIe siècle, un des foyers les plus avancés culturellement, avait conservé d'une part la pratique de la lecture du grec et d'autre part avait des manuscrits en arabe traduits du grec. Donc seul le monde arabe avait conservé le savoir de l'Antiquité grecque qui remontait à il y a plus d'un millénaire, savoir qui avait été complètement perdu depuis la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle. Et c'est à partir du moment où la prise de Tolède au 11e siècle, etc., puis la reprise de la Sicile qui était musulmane également par la chrétienté au cours du 11e, 12e siècle essentiellement, que va se refaire le lien avec la science antique grecque. En tout cas, il y a cette présence de la magie dans le personnage de Merlin. On comprend mieux sur quelle base, à cette époque-là, on tombe dans cette alchimie, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Il y a aussi l'art de la métamorphose chez Merlin, extrait du film Excalibur. J'ai rêvé du dragon. Je viens de le réveiller. Ne vois-tu pas tout autour de toi le souffle du dragon? Nous l'avons fait jaillir de l'eau. Le duc est parti à la poursuite de tes hommes. Le voilà qui avance. Viens. Ansel, Uther. Je vais te faire à la semblance du duc. Ygraine pensera que son époux est de retour.
Mais cette falaise, cette mer, Ton désir sera ton soutien. Tu flotteras sur le souffle du dragon. Va! Ah! 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 Prends l'apparence du duc. Change-toi! Transforme-toi! À l'instant! France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Claudine Glo, je me tourne vers vous après cet extrait donc sur cette transformation, le dragon, en tout cas l'art de la métamorphose dans la légende de Merlin. Et comme on le disait précédemment, c'est ce Merlin qui est quand même représentatif de la conception du savant que l'on se faisait au XIIe siècle. Alors, il y a aussi un élément, je ne veux déplaire à aucun savant, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte dans tous les talents de Merlin ou dans tous les états extrêmes de la nature de Merlin, c'est aussi la partie folie, parce que très souvent, le savant pour nous, le savant qui est très en avance, le savant qui découvre quelque chose, il y a cette image du savant fou. Or, Merlin est quelqu'un qui, à intervalles réguliers, plonge dans la folie. Soit parce que ce qu'il vit est trop dur, soit parce qu'il met en œuvre des puissances qui sont trop fortes pour lui. Et je pense que ça aussi, d'une certaine façon, ça procède du savoir extrême de Merlin. Merlin est à cheval entre deux natures, entre deux mondes. Merlin est accepté, on reconnaît qu'il est là pour le bien, mais il n'est jamais au fond vraiment aimé, à part avec Arthur, où il y a vraiment un lien particulier. Autour de Merlin, on se méfie justement, entre autres choses, à cause de ces métamorphoses, qu'on vit non pas comme des états successifs d'un même être et un pouvoir qu'il a parmi d'autres, mais qu'on vit plutôt comme un piège, comme quelque chose de désagréable, quelque chose qui exclut le commun des mortels de la vie de Merlin. Or, Merlin, sans arrêt, va se métamorphoser, le plus souvent dans différents aspects humains, mais il sait la limite de ça, puis qui finit par dire à Arthur, bon, moi maintenant je vais m'arranger pour ne plus affoler autour de toi tes conseillers, à eux j'apparaîtrai toujours sous le même aspect. Et Merlin va aussi se transformer, et là c'est là qu'on touche encore à un autre angle de vue, à une autre dimension de son personnage. Merlin a aussi le pouvoir de se transformer, comme d'ailleurs quelqu'un qui est un petit peu son homologue dans la légende, qui est Morgane la Fée, va pouvoir le pouvoir de se transformer en animal. Non seulement il parle aux animaux, un de ces poèmes gallois dont je vous parlais, c'est son discours avec un marcassin qui est un petit peu son animal totem. Mais Merlin se transforme aussi en animal, et le plus souvent c'est en cerf. Un cerf qui a un pied blanc et qui a le reste du corps d'une robe normale, pour bien montrer toujours ce côté passerelle entre deux mondes. Et à ce moment-là, Merlin devient l'équivalent des figurations antiques de divinités, et devient aussi cette espèce d'animal psychopompe, celui qui va faire voyager les âmes des hommes, certes, mais aussi leur esprit, et je pense leur esprit entre autres sur les voies de la science. Ah oui, on est à la limite de la sorcellerie presque, à un certain moment. Il faut d'ailleurs rappeler que finalement, du XIVe siècle au XVIIIe siècle, il y a la chasse aux sorcières quand même. En Europe, l'Inquisition, rappelons que l'Inquisition a fait 50 000 victimes, dont 80% de femmes, et que d'ailleurs, durant cette période-là, le personnage de Merlin disparaît de la scène littéraire. En tout cas, Claudine Glo, vous mettez le doigt sur aussi ce rapport de Merlin avec la nature. C'est là une autre figure à part, au-delà des métamorphoses. C'est un personnage qui vit seul dans les bois, enrichissant ses connaissances par la méditation et les observations, et la figure du savant formé par lui-même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Merlin se rend dans la forêt. C'est une chose qu'il pose tout de suite. Ça fait partie de ces interdits que posent les personnages un petit peu hors du commun. Il dit tout de suite au roi Arthur, je me retirerai régulièrement dans la forêt, et quand je le ferai, il ne faudra surtout pas ni me chercher, ni m'en empêcher. Et dans la forêt, il y va donc ou en des temps de crise. C'est la forêt guérisseuse en elle-même, par son pouvoir. C'est la forêt qui guérit par ses eaux et par ses plantes. Mais c'est aussi la forêt où il va accroître son savoir. Et ça, on le voit très très bien justement dans la Vita Merlini, ce dernier ouvrage de 1150 de Geoffroy de Monmouth, puisqu'on revient toujours à lui, oui, où la sœur de Merlin, voyant que son frère ne supporte plus le monde des hommes, mais a besoin d'apprendre, a besoin de la forêt, lui fait construire une maison observatoire qui comporte 70 portes et 70 fenêtres, où il va pouvoir pendant le reste de sa vie qui est une espèce d'éternité quand même, se livrer justement à cette recherche, et particulièrement à cette recherche centrée sur
astronomie, astrologie, puisque c'est aussi le moment où, sorti du monde des hommes, Merlin perd son pouvoir prophétique, qui avait été extrêmement brillant jusque-là, extrêmement étonnant, et ce pouvoir prophétique va d'ailleurs se trouver transféré sur cette sœur. Et là, c'est très intéressant aussi de voir le rapport de Merlin au féminin. Et on en parlera dans un instant, Claudine Glo. En tout cas, Nicolas Chevassus, lui, ce rapport de Merlin à la nature, il dit aussi beaucoup, là encore, sur la place de cette science des plantes, puisque ça évoque les pratiques empiriques des premiers guérisseurs, basées sur l'intuition, et qui remontent, on le découvre dans les cahiers de Sciences et Vie, à la préhistoire. Tout à fait, aux chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, qui avaient appris à utiliser. D'ailleurs, ça remonte même peut-être probablement encore avant, puisqu'on a des exemples aujourd'hui en éthologie, c'est dans la science du comportement animal, de primates, de grands singes d'Afrique, qui utilisent eux-mêmes soigneusement certaines plantes pour se soigner, en particulier comme vermifuge ou pour cicatriser en cas de blessure. Donc, ce sont des pratiques très 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 anciennes de l'humanité, et de recourir à des plantes pour se soigner. Une époque, le Moyen-Âge, où il y a effectivement les guérisseurs, des femmes beaucoup, qui sont des spécialistes des onguents, des plantes et des remèdes. Alors les femmes sont spécialistes des onguents des plantes, mais elles ne peuvent pas être médecins. Justement, le Moyen-Âge, c'est au Moyen-Âge que commence l'exclusion des femmes des professions médicales, à partir du moment où la profession médicale se trouvait encadrée par l'université. Et ça, c'était au XIIIe siècle. La faculté de médecine de Paris interdit progressivement à quiconque n'en est pas diplômé de se dire médecin. Or, pour être à la faculté de Paris, il faut à l'époque être ecclésiastique, donc être un homme. C'est le début de cette exclusion des femmes des métiers de la médecine. Donc Merlin, représentatif, je le disais, de cette conception du savant que l'on se faisait au XIIe siècle, c'est-à-dire la figure du savant apparaît avec l'invention de l'écriture au IVe millénaire, avant notre ère, et l'arithmétique, l'astronomie, l'astrologie. Et c'est intéressant parce que ce sont des domaines, justement, astronomie et astrologie, que l'on découvre dans le personnage de Merlin. Là aussi, c'est normal. L'astrologie, c'est la plus ancienne des sciences, puisqu'elle a pour objet essentiellement, du moins pour premier objet, de mesurer le temps. De comprendre les lunaisons, qui ne sont pas exactement de 28 jours, de comprendre les années, de compter les années. C'est comme un des premiers travaux des astrologues ou partout dans le monde, c'est d'établir un calendrier. Et deuxième travail, et ça c'est également très 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 ancien, c'est prédire l'avenir. Ça remonte au moine babylonien, et l'astrologie va rester. On parlait tout à l'heure de l'alchimie, qui était la chimie du Moyen-Âge. Oui. L'astrologie et l'astronomie sont absolument confondues. La distinction se fera un petit peu plus tôt, c'est en 16e siècle, mais encore Kepler, donc, qui est l'astronome qui a le premier décrit les orbites en forme d'ellipse des planètes du système solaire. Oui, il écrit lui-même des éphémérides. Il tirait les horoscopes pour le Saint-Empire romain germanique, pour tous les princes du Saint-Empire. Donc c'est resté très longtemps associé. Exactement. On va en tout cas voir de quelle façon est-ce que Walt Disney a campé justement ce thème de l'astronomie, de la façon de voir dans le futur à travers Merlin l'Enchanteur. En premier lieu, il faut te sortir de la tête toutes ces idées moyenâgeuses. Faire de la place pour de nouvelles idées. La vraie science, la géographie, les fabuleuses découvertes au cours des siècles à venir. Tu seras magnifiquement avantagé. Avantagé, dites-vous? Si jamais il dit que la Terre est ronde, on va le prendre pour un fou. La Terre est ronde? Oui, c'est exact. Et j'ajoute que la Terre tourne. Claudine Glo, alors Merlin, un fou, en tout cas l'astronomie, l'astrologie, inséparables dans ce personnage, et puis lien puissant d'ailleurs qui existe depuis longtemps dans la tradition celtique. Oui. Bon, c'est quelque chose de très connu que je vais dire là. Merlin, héritier des druides. Bon, Merlin, héritier des druides dans le couple qu'il forme avec le roi Arthur. Le roi guerrier qui gouverne le pays, mais qui a besoin derrière lui d'un conseiller sage et savant. C'est pas tout à fait la même chose. Sage et savant qui va lui dire quoi faire sans jamais gouverner lui-même directement, ce qui serait cause de grands malheurs. Les pouvoirs ne doivent pas être réunis dans la même main. Et évidemment, Merlin va se trouver investi de tous les pouvoirs dont on parlait. Alors, astronomie, astrologie, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand Merlin se consacre à l'astronomie et à l'astrologie au détriment de la prophétie, c'est que justement, il entre dans un domaine qui est scientifique, alors que la prophétie est instinctive, lui est dictée, le traverse. Mais là, Merlin va vraiment accompagner le roi de façon, il le raisonne, il lui apprend la vie,
le métier de roi, le métier de la guerre, et il va l'aider en toutes choses, à dire la justice, il va lui dicter comment devenir un bon roi. Donc là, Merlin a une figure qui est effectivement tout à fait assimilable à un schéma fonctionnel de gouvernement qui était celui des petites principautés celtiques ou des royaumes celtiques, jusque pratiquement dans certaines zones reculées, jusqu'au 6-7e siècle, quand l'Irlande a fini d'être christianisée. Là, ce personnage-là de Merlin est très, c'est presque cadré. Par contre, ce qui est plus étonnant dans ces savoirs que manipule Merlin, et donc là, jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas trop vu l'équivalent dans la science, peut-être qu'on commence à y toucher, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu, c'est la maîtrise du temps. Oui. Merlin est un maître du temps, et du temps, time and weather. C'est-à-dire que c'est du temps que l'on compte. Là, on rejoint d'une certaine façon l'astronomie. On a quand même un compute qui peut se faire par rapport aux étoiles, mais il est aussi le maître de la météo. Et ça reste quelque chose qui, dans nos savoirs, eh bien, il faudra encore travailler un petit peu, je crois, pour rejoindre Merlin. Et c'est très, très frappant. Merlin, grâce à son père, le diable, il connaît le passé. C'est diabolique de connaître le passé. On ne fait pas de bonnes choses avec ça quand on connaît le passé des gens. Dieu lui a donné de connaître le futur et ainsi de récupérer cette connaissance du passé pour la tourner vers quelque chose de plus positif que ce qu'il aurait pu en faire. Et donc Merlin se trouve à la croisée du temps, c'est le cas de le dire. Et Merlin, c'est on l'appelle aussi le puer senex, l'enfant vieux, c'est-à-dire qu'il réunit en lui des temps qui en général ne vont pas ensemble. Donc là, il y a cette maîtrise du temps qui s'écoule, du temps qui nous fuit et que lui peut presque inverser. Et puis on le voit aussi, alors là, on rejoint le conseiller du roi, entre autres sur les champs de bataille, puisqu'il faut vraiment, lui, sa mission, c'est que le bon roi advienne. C'est sortir le pays du chaos et l'amener vers le bien, vers l'ordre, vers la lumière. C'est un personnage qui fait marcher vers la clarté, Merlin, même si ça ne semble pas toujours évident. Et bien sûr, les champs de bataille, il peut provoquer la nuée d'orage, la pluie, le vent. Et là encore, ce n'est pas une manie de ma part, mais là encore, on retrouve de ces pouvoirs dont se targuaient les druides dans leur travail auprès des rois bretons ou gallois, irlandais ou de tout autre pays de l'extrême ouest de l'Europe. Eh bien, en tout cas, dans le film Excalibur, ce côté stratège militaire est très présent, effectivement. Tous ces hommes te sont acquis. Que veux-tu que nous fassions? Nous t'avons attendu ici, était-ce bien? Que tout homme qui désire être chevalier et qui veut suivre un roi me suive. Mais où te suivre? Chez Léo de Grand. Son château est assiégé. Guignère, va-t'en. Tu es vaincu, Léo de Grand. Alors Nicolas Chevassieux, lui, donc ce Merlin, stratège militaire, conseiller des politiques, il institue la table ronde, inventeur, ingénieur. Finalement, ça aussi, ça dit beaucoup de cette époque et on le retrouve dans le film donc de John Boorman, Merlin. Ça dit la reprise d'un thème antique qui avait largement disparu pendant plusieurs siècles. Ce thème antique, c'est par exemple Archimède. Oui. Archimède, donc un des plus grands mathématiciens de l'Antiquité, mais qui est également un conseiller militaire pour sa ville de Syracuse. On lui prête l'invention de ces miroirs qui, en concentrant les rayons du soleil, auraient incendié la flotte romaine qui assiégeait Syracuse. Puis cette figure du savant au service de la guerre, au service des armes, va quasiment disparaître, avec également, du moins disparaître en Occident. Elle se maintiendra et combien dans la partie orientale de l'Europe, dans l'Empire byzantin et puis ensuite dans l'Empire arabe. Elle réapparaît lentement au XIIIe siècle avec les débuts de l'artillerie, qui devient une arme assez technique, parce qu'il faut d'une part préparer de la poudre, ensuite il faut savoir viser, calibrer, donc faire des calculs de géométrie, calculer la forme de la parabole pour viser avec une arme, et elle va exploser à la Renaissance avec la figure de Léonard de Vinci, qui en est évidemment le plus grand exemple. Donc finalement, le Moyen-Âge est loin d'avoir été un désert machinique. Hein. On le comprend aussi dans les cahiers de Sciences et Vie, c'est bien développé, engins et dispositifs sont conçus, d'où il y a un terme d'ailleurs, c'est l'ingénieur, c'est ça, médiéval? Oui, voilà, tout à fait. Oui, il suffit de penser à l'érection des cathédrales pour comprendre tout le savoir technique nécessaire à l'érection des cathédrales européennes.
mais qui est un savoir technique qui n'est pas formalisé mathématiquement. C'est ça qui va complètement changer à la Renaissance, c'est que les règles, par exemple, d'équilibre des forces qui permettent à une clé de voûte d'une cathédrale de tenir, ne sont pas comprises théoriquement. Elles sont comprises empiriquement, on connaît son nombre de règles, de proportions qui doivent être respectées, mais on ne connaît pas une règle générale. Et c'est à partir du moment où cet art de l'ingénieur, ces sciences de l'ingénieur vont se mathématiser, ça c'est la Renaissance, c'est Léonard de Vinci, etc., oui, qu'elles vont acquérir une dimension beaucoup plus forte, et prendre une puissance considérable. Donc finalement, Merlin, le Léonard de Vinci est pris d'architecture et de machine. Il est 14h30 et c'est Excalibur, musique de Luca Turilli que vous venez d'entendre. C'est la suite de la Marche des Sciences sur France Culture en direct et en partenariat avec les cahiers Sciences et Vie, dont le dernier numéro très réussi s'intitule Merlin et les premiers savants. Et ce numéro nous donne l'occasion de chercher derrière l'enchanteur, le scientifique et le savant du moment. Et avec nous, deux invités, l'historien Nicolas Chevassus-Aulouis, docteur en biologie et auteur d'un des articles que l'on retrouve dans ces cahiers de Sciences et Vie. Et puis Claudine Glo, spécialiste de la légende arthurienne, auteur du livre Les Fées ont une histoire. Il y a un livre paru aux éditions Ouest France cette année. Et Claudine Glo, que l'on retrouve également interviewée dans ces cahiers, aujourd'hui elle est en duplex de nos studios de France Bleu Armorique à Rennes. Alors, autre thème fort et intéressant, bien évidemment ultra présent dans la légende de Merlin, c'est les femmes et Merlin. Dans la légende arthurienne, il y a Morgane, Viviane qui sont instruites par Merlin. Extrait. Ailes de chauve-souris et peau de serpent. Est-ce là tout ce que tu as appris, Morgane? Le commerce de potions et de maléfices ridicules? Et où tes interventions ont-elles mené le monde? Au bord de la ruine! La vie m'a usé jusqu'à la trame. J'essaie de guider les hommes ou d'intervenir dans leurs affaires, comme tu dirais, depuis bien trop longtemps. L'heure est venue pour moi de partir. Pardonne-moi. Où vas-tu? D'où je suis venu. Merlin, emmène-moi avec toi. Le charme suprême, tu as juré de me le transmettre. Te crois-tu prête? En es-tu digne? Je suis prête. Je suis prête, Merlin. Alors, suis-moi. Où sommes-nous? Ici, nous sommes dans les anneaux du dragon. Ici, mon pouvoir est né. Ici, toute chose est possible. Et toute chose rencontre son contraire. L'avenir. Et le passé. Le désir. Et le regret. La connaissance. Et l'oubli. Encore. Montre-moi en plus. Montre-moi le dragon. Donne-moi le charme suprême. Claudine Glo, finalement la figure des femmes donc est très présente dans cette légende de Merlin, mais je trouve que ça donne aussi un éclairage sur la place des femmes dans l'histoire des sciences en cette époque-là. Ça donne surtout ça donne ces indications-là sur la longue durée. Puisqu'on est bien d'accord, le roman arthurien commence au deuxième tiers du XIIe siècle, vraiment le roman, et va s'écrire pratiquement en continu jusqu'au XVe. Ensuite, on aura une éclipse et on repartira sur des réécritures. Et c'est vrai qu'au fil de ces romans, peut-être le personnage le plus emblématique étant Morgane, si on prend le personnage de Morgane, quand elle nous est livrée, Geoffroy de Montemousse nous dit bien qu'elle est savante, mais un savoir qui est un savoir positif.
un savoir qu'elle étudie dans son île d'Avalon, retiré presque comme un collège de religieuses. Elle et ses 8 sœurs apprennent et utilisent au mieux leur savoir. Elles vont guérir, elles vont aider, elles vont accompagner. Chrétien de Troyes, lui aussi, insiste là-dessus. Morgane donne entre autres l'onguent qui va justement guérir Yvain le Chevalier Lion de la folie en forêt de Brocéliande. Et puis petit à petit, on voit Morgane transformée parce que tout se passe comme si ce personnage de femme indépendante, on a beaucoup de mal à la marier dans les romans, c'est jamais très clair. Ce personnage de femme indépendante, de femme qui se hausse quasiment à la hauteur du roi, de femme qui est presque de plein pied avec Merlin, eh bien ce personnage-là n'est petit à petit plus tolérable. Donc on va vous expliquer d'abord elle n'est pas si savante que ça. Elle apprend beaucoup, mais par elle-même, elle n'est pas d'une nature transcendante. Ensuite, on va s'ingénier à vous montrer tout le mal qu'elle est capable de faire. Et ça va être toute la série des pratiques magiques qu'elle va mettre en œuvre pour attenter à la vie de son frère. Et en fin de course, on va même, dans les derniers romans, je pense tout particulièrement à un court roman anglais, très joli d'ailleurs au point de vue littéraire, qui est Sir Gawain le Chevalier Vert, on s'aperçoit que tous les malheurs qui arrivent à Gawain sont la faute d'une espèce de vieille créature infâme et décatie et maquillée à la truelle avec du plâtre blanc. Et on vous dit, c'est la fée Morgane. Parce qu'à force de trafiquer la magie et à force de vouloir se rendre belle avec ses pommades, voilà dans quel état elle s'est mise. C'est-à-dire qu'on la dégrade petit à petit, on lui retire sa nature féerique, on lui retire son savoir, on lui retire ses pouvoirs et à la fin on lui retire sa beauté. On a annulé complètement, elle est punie. Par contre, Viviane, qui a la bonne idée de rester vierge, contrairement à Morgane, oui. Eh bien elle, même si en fin de course c'est elle qui va retirer Merlin du monde, bon, il est tout à fait, il sait que ça va lui arriver, mais oui. Elle ne le sait pas. Donc quand elle le retire du monde, elle n'est pas innocente de ce qu'elle fait. Eh bien elle va être à moitié sauvée. On vous dit, à elle, ça reste la blanche serpente, et parmi toutes les fées, c'est elle qui est la plus proche de la porte du paradis. Mais Viviane ne cherche pas à être savante. Viviane veut juste apprendre le minimum de ce qui l'intéresse de Merlin, et surtout cet enchantement suprême que Bourman lui a attribué à Morgane parce qu'il avait besoin de resserrer tout simplement le nombre de ses personnages. Mais l'enchantement suprême, celui qui lie les gens auprès à jamais sans aucune chaîne apparente, c'est bien Viviane qui le réclame de Merlin pour retirer l'enchanteur qui là est vraiment vécu comme le fils du diable du monde des hommes. Elle doit le retirer du monde des hommes, mais Merlin ne peut pas mourir. Il le dit à un moment, il ne peut pas mourir avant la résurrection. En tout cas, ce XIIIe siècle aussi est celui où les femmes sont peu à peu exclues du cercle des connaissances et du savoir. Ça explique aussi peut-être ces images-là de ces femmes autour de Merlin. Alors, sauf, il faut le préciser, en Italie, à Bologne notamment, et à Salerne, où là, on continue à ouvrir les portes quand même des universités à ces femmes à cette époque-là. Alors, que reste-t-il de Merlin ? Je propose de plonger dans une dernière archive sonore de cette première partie de la Marche des Sciences. Paris vous parle. Cérémonie d'investiture de druides dans le Morbihan, c'était le 29 juillet 1951. Le lieu où se déroule la cérémonie du Gorsud est lui-même une réalité de l'histoire celtique. Imaginez au sein de cette forêt de pimpons, sur une colline rocheuse, un vaste cercle jalonné de menhirs, au centre duquel se trouve la pierre plate où mène l'Ogue. Le cortège y prend place. C'est le grand druide qui est en tête. Il est suivi de son conseil, le poète Gore, Claudine Glo, rapidement, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui reste de Merlin ? Alors, il a son tombeau, il a des adeptes. Oui, il a beaucoup de tombeaux. Il n'a pas des adeptes au sens qu'il n'y a ni construction de quoi que ce soit qui se rapproche d'une église ou d'une secte ou d'un groupe organisé. Par contre, il a des admirateurs du monde entier, et il a surtout, et c'est ça que je trouve le plus émouvant aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de lui, tout simplement. Et vous savez, ce lieu qu'on appelle le tombeau de Merlin en forêt de Brocéliande, oui. C'est le reste d'une allée couverte. Il reste une pierre qui, entre autres, est fendue, et les gens viennent là. Oubliant que Merlin ne n'écrit pas, viennent lui mettre des petits mots. Et quand on a l'indiscrétion de lire le courrier de Merlin, c'est extrêmement poignant. Là qu'on trouve des gens qui, des petites plaisanteries, mais on trouve aussi des gens qui viennent demander « Guérissez ma mère d'un cancer, donnez du travail à mon fils Merlin, il n'y a plus que vous ». Et là, je trouve ça à la fois crève-cœur et extraordinaire que ce personnage venu de si loin, qui a été tellement utilisé, tellement récupéré, tellement transformé, et Dieu sait qu'à notre siècle, et au précédent aussi, les transformations
publications ont été plus vastes, l'éventail plus ouvert que jamais, eh bien il reste cette idée que Merlin peut encore quelque chose, qu'il y a encore des puissances derrière la nature, derrière les arbres, derrière nous, dans le passé. C'est le sage et c'est le thaumaturge en tout cas. Et c'est le Père Noël. Oui, et c'est le Père Noël, oui, c'est deux saisons. Nicolas Chevassus-Louis, aujourd'hui on ne voit plus le scientifique en Merlin, mais plutôt l'être merveilleux. Ça dit aussi quelque chose de la société peut-être. Peut-être. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce numéro au Cahier de Sciences et Vie. On va essayer de montrer que l'histoire des sciences a souvent mauvaise presse, parce qu'on se dit, oh là là, ça doit être à la fois compliqué comme les sciences et ennuyeux comme l'histoire, avec plein de dates, etc. L'histoire des sciences doit être épouvantable. En fait, non, l'histoire des sciences peut être extrêmement vivante, en particulier quand on arrive à l'incarner à travers un personnage aussi riche et polymorphe que celui de Merlin. Mais écoutez, merci à tous les deux. Et les cahiers de Sciences et Vie, n'hésitez pas, c'est effectivement un très beau numéro, réussi, Merlin et les premiers savants, donc déjà en kiosque. Et puis Claudine Glo, je rappelle votre dernier ouvrage, Les Fées ont une histoire, paru aux éditions Ouest France. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire. Tout d'abord le choix d'Anaïs Morales, l'archive du jour anniversaire de la disparition d'un grand naturaliste français à qui l'on doit notamment le terme biologie au sens de la science des êtres vivants. Il s'agit de Jean-Baptiste de Lamarck, mort le 18 décembre 1829 à Paris. Extrait de la marche des sciences que nous lui avions consacré le 17 décembre 2009, lecture d'un passage de son livre fameux Philosophie zoologique. Les naturalistes ayant remarqué que les formes des parties des animaux, comparées aux usages de ces parties, sont toujours parfaitement en rapport, ils ont pensé que les formes et l'état des parties en avaient amené l'emploi. Or, c'est là l'erreur, car il est facile de démontrer par l'observation que ce sont au contraire les besoins et les usages des parties qui ont développé ces mêmes parties, et qui les ont même fait naître lorsqu'elles n'existaient pas, et qui, conséquemment, ont donné lieu à l'état où nous les observons dans chaque animal. Pour que cela ne fût pas ainsi, il eût fallu que la nature eût créé, pour les parties des animaux, autant de formes que la diversité des circonstances dans lesquelles ils ont à vivre l'eût exigé. Jean-Baptiste de Lamarck, né le 1er août 1744 dans la Somme, à Bazentin, passionné par la botanique, naturaliste français qui a établi donc la classification des invertébrés, qui fut un des premiers à comprendre l'évolution des êtres vivants et à en proposer une théorie transformiste. C'est d'abord son livre Flore française, paru en 1779, qui lui a valu la notoriété et une place l'année suivante à l'Académie des sciences. Et puis ensuite, il est devenu professeur d'histoire naturelle des insectes et des vers au Jardin du Roi. Il participa à la transformation de ce lieu en muséum. Il enseigna la zoologie des invertébrés. En tout cas, à la fin de sa vie, il devint aveugle dans les 10 dernières années. Il fut 4 fois veuf, et oui, il faut le mentionner. Il mourut le 18 décembre 1829 à l'âge de 85 ans et il est inhumé dans la fosse commune du cimetière Montparnasse. Jeudi dernier, nous vous annoncions la vente aux enchères de la médaille Nobel du généticien James Watson, un des co-découvreurs de la structure en double hélice de l'ADN en 1953 et honoré par le Nobel de médecine en 1962 pour un montant de 4,75 millions de dollars. C'est la vente de la médaille qui est pour un montant de 4,75 millions de dollars. Et donc le souhait de Watson en vendant cette médaille, c'était de donner une grande partie de cet argent à des organismes pour la recherche. Eh bien, on a appris via l'AFP, dans une dépêche datée du 10 décembre, que c'est l'homme le plus riche de Russie qui a acheté la médaille, mais non pas pour lui, mais pour la rendre à Watson. Il s'agit de Alisher Ousmanov, mania de la métallurgie et de l'Internet. Ceci par pure volonté donc de rendre hommage aux travaux du scientifique. Et comme il l'a déclaré, ces travaux ont contribué à la recherche contre le cancer, la maladie dont est mort mon père. Il est important pour moi que l'argent que j'ai dépensé pour cette médaille bénéficie à la recherche scientifique et que la médaille reste avec celui qui l'a méritée. Donc Watson a retrouvé sa médaille. Information AFP. Et
Et puis en cette période de Noël, allez, 2 conseils de beaux livres si vous souhaitez faire des cadeaux. Histoire de la chimie en 80 dates d'Alain Sevin et Christine Dezarnaud-Dandine, un livre paru chez Vuibert. La chimie est partout, vous le savez, dans nos maisons, dans nos assiettes, dans la nature, comme dans les dernières découvertes. Mais aux origines du système solaire, avant les chimistes, eh bien, la chimie était déjà aussi en action, prébiotique ou cométaire. Elle a participé de cette apparition de la vie. Eh bien, c'est cette grande aventure de la chimie, communément définie comme la science de la matière, de ses structures et de ses transformations, que les auteurs nous offrent. De l'émergence de la chimie moderne aux applications récentes, le tout dans un livre pour non-spécialistes qui présente en 80 dates et autant de savants et de chimistes les grands temps de la chimie. Donc de 30 000 ans avant Jésus-Christ et la chimie préhistorique et jusqu'à Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel en 91 pour ses travaux sur la matière molle, en passant par Platon, Aristote, Paracelse, Shell, Cavendish, Lavoisier et tant d'autres. Eh bien, c'est un beau tour d'horizon chronologique, imagé et humanisé. Une belle idée, en tout cas, Histoire de la chimie en 80 dates chez Vuibert. Et puis, dernier ouvrage à vous conseiller, Destination Système Solaire, paru chez Marabout. Là aussi, un beau livre, avec des photos, des dessins, des cartes, des images de la NASA les plus récentes pour découvrir chaque planète et les principaux satellites de ce système solaire. Un livre dont la conception suscite l'imaginaire et l'envie et nous plonge non seulement dans les dernières données en astronomie, mais également dans l'histoire du système solaire et celle des découvertes qui sont à l'origine de révolutions scientifiques. Une très belle présentation des idées en matière de graphisme et un ouvrage donc de la naissance du système solaire à Rosetta qui couvre toute cette dimension. Destination Système Solaire, c'est le nom du livre, édition Marabout. Et puis dans cette partie actualité des sciences et de l'histoire, c'est également la place des cartes blanches. Bonjour Céline Duchesnay. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, on vous accompagne pour découvrir en primeur la nouvelle galerie de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris qui a rouvert ses portes après restauration. Voilà, donc cette galerie qui, soit dit en passant, est le premier bâtiment construit dans un but muséal en France puisqu'elle date de 1839. Et cette galerie est fermée depuis 10 ans pour cause de rénovation, vous venez de le dire Aurélie, mais elle va rouvrir ses portes demain à l'occasion d'une exposition intitulée Trésors de la Terre, où vous pourrez admirer 600 spécimens sur les quelques 130 000 échantillons présents dans cette collection vieille de 350 ans. Alors précisons que l'ensemble du bâtiment ne sera pas entièrement rouvert, la rénovation n'est pas finie, mais avec ces 250 mètres carrés accessibles au public, vous aurez de quoi faire. Vous pourrez ainsi admirer des pièces remarquables, des cristaux géants, des minéraux des 5 continents, des météorites, des gemmes brutes ou taillées, mais aussi des bijoux historiques et des objets de marqueterie. Et pour nous présenter Trésors de la Terre, j'ai rencontré il y a quelques jours en plein montage d'exposition 2 minéralogistes du muséum, Giancarlo Parodi et François Farge. Nous les retrouvons devant une vitrine, celle qui conserve les métaux précieux comme l'or et l'argent. À 8-9 ans, notre œil s'éduque de plus en plus et on a été particulièrement sensible, nous, à la capture de la lumière par la matière minérale, sa transformation avec les couleurs, c'est les éclats, le métallique, le vitreux, le transparent, et je pense qu'on est vraiment tombé dedans. Et puis je m'en souviens très bien, un jour, j'étais au collège, j'avais 12 ou 13 ans, maman, elle m'amène visiter la collection du musée de minéralogie de l'Université de Rome, où j'habitais, qui était fermée au public. Bon, on était arrivé et je rentre dans cette porte, j'ouvre ces collections. Je me suis dit, un jour, je travaillerai dans ces lieux. Effectivement, 20 ans après, je suis devenu conservateur de cette collection avant de me retrouver ici à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle. Et moi, j'ai exactement la même histoire, parce que la première collection que j'ai visitée, c'était ici, la Grande Nef qui est tout là-bas. Et je m'en rappelle très bien, il y avait une accumulation extraordinaire de minéraux. Et il y avait notamment cet argent natif qui est dans cette vitrine, l'argent natif de la mine Valenciana. Et je me rappelle avoir vu cet argent. Et depuis, j'étais revenu et je ne le revoyais plus. J'étais un peu comme orphelin. Carrément, c'était. C'est ma pièce. Et alors, en étant nommé au muséum donc en 2006, donc je suis chargé de conservation à partir de 2007 et je recherche la pièce et on la trouve pas et ça m'énerve. Puis d'un seul coup, on ouvre une vitrine qui était complètement close et il était là derrière. Je vous dis pas le bonheur des gamins. C'est la Madeleine de Proust, vous savez. C'est vraiment ça, mais purement visuel cette fois-ci.
Est-ce que vous pourriez me la décrire, cette pièce? Eh bien, cette pièce, elle est vraiment extraordinaire. Il y a une plaque de calcite, essentiellement de calcite, à partir desquelles émergent des fils ébouriffants, allant dans toutes les directions, d'argent. C'est de l'argent pur. Et à côté de cette folie indomptée, viennent se poser, tels des petites hirondelles, ces petits cristaux de calcite tout blancs qui forment un contraste stupéfiant avec l'argent qui, lui, s'est un peu oxydé avec le temps, qui est devenu plus foncé. Et il y a ces délicats petits cristaux de calcite clair qui sont posés. On a l'impression qu'ils sont en train de parler entre eux. Ils sont prêts à faire une nouvelle migration tellurique pour aller je ne sais où dans les entrailles de la Terre. Ce que j'appelle ces minéraux-là, c'est des livres ouverts, parce qu'ils peuvent parler. Il y a des minéraux qui sont peut-être très beaux, financièrement parlant, mais ils sont un peu vides de sens. Celui-là est très riche. Il arrive un moment, même les mots scientifiques sont presque trop froids pour exprimer l'enthousiasme et l'émerveillement que nos yeux voient. Alors on est donc obligé d'aller quelquefois dans la dimension poétique, qui n'est pas très scientifique effectivement, mais qui permet de nous exprimer les sentiments très indéfinissables, très bizarres, quelquefois antagonistes, que l'on a en voyant un minéral qui, pour beaucoup, est un caillou, mais pour nous, et je pense que pour beaucoup de gens, en tout cas, surtout avec cette vitrine d'or qui est magnifique, c'est une splendeur. Alors il y a un Français qui s'appelait Auguste Gonnet, qui je crois est né à Paris dans les années 1820, on n'a pas retrouvé sa généalogie. Jeune, à 22 ans, il a décidé d'aller faire fortune en Californie, et il y arrive, ce qui est quand même un sacré exploit, et il trouve une super pépite, il la garde, il doit revenir vraisemblablement en France, parce qu'après il dit à sa fille Agathe, je te donne cette pépite d'or, à toi Agathe, ma fille, et quand tu m'auras, tu la donneras au Muséum d'Histoire Naturelle. Et effectivement, elle est arrivée donc au Muséum d'Histoire Naturelle en 1954 et elle est là. Et c'est un des très rares témoignages des pépites de la ruée vers l'or aux États-Unis, en Californie, la Sierra Nevada. C'est fantastique. Bon, la minéralogie, c'est une discipline assez vaste. Surtout à ses débuts, c'était la minéralogie englobait plusieurs domaines. C'est à partir du début du 19e siècle que la partie plus scientifique se développe à partir d'Haüy, en continuant vers la moitié du 19e siècle par Desclozeaux, grand pétrographe qui a découvert les propriétés optiques physiques des minéraux. Après cette période, au muséum, on a une personne emblématique fondamentale dans l'histoire de la discipline. C'est Alfred Delacroix. Alfred Delacroix étudie les roches, il découvre un certain nombre d'espèces minérales nouvelles, mais son âme de pétrographe et de naturaliste porte vraiment à s'interroger d'où, pourquoi du minéral, d'où il vient. Et donc, pour la première fois, on arrive à se poser la question, mais comment les minéraux se forment? Où se forment? Dans quel contexte? Est-ce que c'est la même chose au sud de l'Afrique ou au nord de la Norvège? Est-ce que les principes et les formations sont les mêmes? Donc, c'est à ce moment-là que la minéralogie vraiment fait il y a un saut de qualité. On passe de l'aspect purement descriptif et naturaliste à l'aspect physique, applicatif et compréhensif. Maintenant, les sauts de qualité, c'est bien, il y a un minéral, on a étudié sa composition, on connaît sa structure, mais bien, qu'est-ce qu'on en peut faire? Donc, c'est l'étude du minéral actuellement en tant que potentiel application dans la technologie, application dans l'industrie. Je vais donner un exemple. Actuellement, on étudie des minéraux dans la composition inhérente des éléments rares comme le thorium ou l'uranium ou les terres rares pour pouvoir faire vraiment un inventaire de la nature, de la géodiversité de ces minéraux qui contiennent ces éléments rares pour pouvoir un jour résoudre les problèmes du stockage des déchets nucléaires. Donc, d'abord, on observe la nature. Si le candidat qu'on étudie est bon, les chimistes et les physiciens industriels vont les synthétiser pour pouvoir ensuite l'appliquer
pour l'environnement, pour l'homme, et ça, c'est une autre partie assez passionnante du métier de minéralogiste. Il y a bien sûr l'exposition, les beaux cailloux, la valeur patrimoniale, mais il y a aussi la valeur de la découverte, qu'un jour nos observations puissent servir à être utiles à quelque chose. L'exposition Trésors de la Terre est à découvrir dès demain à la galerie de minéralogie et de géologie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. L'occasion de retourner dans cette galerie fermée depuis 10 ans pour cause de rénovation et de retrouver d'impressionnants cristaux géants, mais aussi la pépite d'or d'Auguste Gonnet et l'argent natif de la mine Valenciana dont nous a parlé François Farge. Sachez que pour l'ouverture de l'exposition, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous engager aux côtés du muséum en participant au financement de quelques minéraux, dont un béryl unique au monde, dont les couleurs oscillent entre le bleu des mers du Sud et le vert opaline. L'idée est d'enrichir ainsi les collections de minéralogie. Alors, toutes les informations sont à retrouver sur le site du muséum ou sur le site de la Marche des Sciences. Oui, merci Céline, merci à vos deux participants. Informations et liens, comme vous l'avez dit, à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant 1 an.